C'est l'heure du 20h sur la radio-télévision nationale congolaise. Madame, Messieurs, bonsoir à la une de ce journal. L'état actuel de l'aéroport national d'Indolo, vétusté des équipements, construction anarchique dans l'environnement immédiat. Les tableaux paraissent moins reluisants. L'on envisage déjà sa réhabilitation des images à suivre dans ce journal. Cotiser et connaître ce que vous est dû, c'est le souhait de tout retraité. L'on peut suivre son revenu via les smartphones Cotizap et cette nouvelle application qui révolutionne les relations entre la Caisse nationale de sécurité sociale et les retraités. Les détails dans ce journal. Bienvenue à tous. Il a combattu aux côtés du Sphinx de Limete, l'emblématique Étienne Tshisekedi Mulumba pendant très longtemps. L'UDPS a perdu l'un de ses valeureux cadres en la personne de Guy Lufuluabo. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui a rendu un dernier hommage. Blandine Zovo, Fiston, Matondo et Coco Molicho pour les reportages. Tout a commencé par une séance de témoignages faits par des proches et membres de la famille biologique et politique de l'illustre disparu. Combattant de la première heure et membre influent de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Guy Lufuluabo a occupé plusieurs fonctions au sein du parti présidentiel. Il a été respectivement membre du comité national, membre du cabinet du docteur Étienne Tshisekedi Mulumba, puis membre de la convention démocratique du parti. À son arrivée sur les lieux des obsèques, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'accompagnait son épouse Denise Nyakeru Tshisekedi, s'est incliné devant le corps de celui qui fut cofondateur du cercle de réflexion de la table ronde qui avait pour mission de soutenir sa candidature et ses actions au sommet de l'État. Moment d'intense émotion où le couple présidentiel, très proche de la famille éplorée, a partagé sa douleur avec épouse et enfant de l'illustre disparu. Né à Kinshasa le 22 février 1957, Guy Lufuluabo, avocat inscrit au barreau de Bandundu, laisse derrière lui une famille inconsolable. Ses enfants, 12 au total, gardent de lui l'image d'un père repère qui prônait constamment l'amour, l'unité et les valeurs humaines. Point de chute de la cérémonie, le dépôt de la gerbe des fleurs par le chef de l'État, une manière pour le couple présidentiel de marquer sa compassion à la famille et à celui qui, de son vivant, s'était montré loyal envers son parti l'UDPS et envers ses compagnons de lutte. J'en parlais tout à l'heure dans les titres. L'aéroport national d'Indolo, en plein cœur de Kinshasa, nécessite une réhabilitation équipement d'un autre âge. Ajoutez à cela les constructions anarchiques, les dangers et donc permanents. Avec l'appui de la Banque mondiale, le gouvernement de la République compte lancer les travaux de réhabilitation de ces sites aéroportuaires. Fifi Mukundi sur les images de Guilain Kassou. L'aéroport national d'Indolo en plein Kinshasa mérite bien la restauration de ses infrastructures du reste vieille des 95 ans sur sa piste. Outre la vétusté, cette chaussée aéronautique long de 1600 mètres contre 50 mètres de largeur est envahi dans son prolongement par les constructions anarchiques et les marchés pirates, des tristes mémoires du crash de type K du 8 janvier 1996. Sa tour de contrôle emploie encore des équipements obsolètes, non fiables à la communication moderne de la navigation aérienne. Il s'ajoute à cette question celle de l'occupation de ces bureaux techniques par les services des forces armées aériennes. C'est la situation que les responsables du staff dirigeant de la régie des voies aériennes RVA ont rencontré à leur descente sur ces sites. Quelques pistes de solutions sont envisagées pour épargner la population environnante et les usagers du danger. Ndolo fait partie de notre dispositif stratégique au niveau de la ville de Kinshasa. Et la piste, là où nous sommes maintenant, ça ne peut pas rester dans cet état. Ndolo doit être opérationnel aussi comme l'aéroport international d'Enjil. On nous a donné quelques indications de ceux qui sont en train d'envahir les terrains. Nous allons, après avoir reçu tous les éléments du dossier, nous allons saisir les autorités pour essayer de mettre fin à cet état parce que ça, c'est mettre en insécurité tous les usagers de cet aéroport. Aucune compagnie sérieuse ne peut accepter de venir atterrir dans ces conditions. À court terme, Ndolo sera doté de nouveaux équipements grâce au financement conjoint BAD-RVA actuellement disponible.
s'observe une nette stabilité de la situation économique et c'est là suite aux mesures drastiques prises par le gouvernement central, constat fait au cours de la réunion du comité de conjoncture économique autour du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba qui a également reçu les premiers présidents de la Cour de cassation. Françoise Bouela-Boaki et Pompon Mba ont signé ces reportages. Contre toute attente, août plébiscité mois de stabilité du cadre macroéconomique et monétaire, une nouvelle rare en ce temps de Covid-19 qui a conforté le comité de conjoncture économique au cours de sa traditionnelle réunion présidée par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba ce mercredi 9 septembre 2020. Nous avons bien terminé le mois d'août grâce notamment au pacte de stabilité qui a été signé ici entre le gouvernement et la Banque centrale, en présence du Premier ministre et chef du gouvernement. Je crois qu'on a eu raison de procéder de la sorte et le Premier ministre nous a recommandé de rester collé à ce pacte que nous devons absolument respecter. Parce que les tendances telles que présentées par Madame la vice-première ministre du Plan et complétée par le gouverneur de la Banque centrale sont encourageantes. Au-delà des résultats du pacte, l'économie congolaise résiste grâce à l'embellie des prix des cours des minerais. La production est maintenue. Elle est à un niveau bon. C'est encourageant pour les pays. Il reste qu'on règle certaines questions soulevées par le secteur minier. Le président de la République, chef de l'État, s'est impliqué lui-même et le Premier ministre a transmis à la commission ECOFIN les instructions du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, quant à ces. Le chef du gouvernement a aussi eu une oreille attentive à la délégation de la Cour de cassation. L'institution est en difficulté de fonctionnement, a indiqué son premier président David Christian Mukendi, venu solliciter l'implication du Premier ministre Ilunga Ilunkamba pour décanter la situation. Nous sommes venus voir le Premier ministre chef de gouvernement pour de problèmes d'ordre financier. Nous sommes en difficulté du côté de fonctionnement et nous lui avons présenté quelques DTO qui sont en souffrance au niveau des finances. Nous lui avons parlé également de nos besoins pour la rentrée judiciaire qui est fixée au 15 octobre, dans un mois. Et nous avons trouvé une oreille attentive auprès du chef du gouvernement. Conscient de la charge sur ses épaules, le prof reste attentif et disposé à trouver des solutions dans le respect des équilibres. Leïla Zerougui au Sénat, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, a échangé avec les présidents de la Chambre haute du Parlement, Alexis Tambwe Mwamba. La situation de la stabilisation des institutions et le maintien de la paix dans les partis en proie à des conflits était au centre de leurs échanges. Le compte rendu avec Eugénie Chabani. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, Leïla Zerougui, était l'hôte du président du Sénat, l'honorable Alexis Tambwe Mwamba. Les deux personnalités ont fait le point de la situation du maintien de la paix, de la protection des civils et de la stabilisation des institutions de la République démocratique du Congo. Mission dévolue à la MONUSCO qui travaille en partenariat avec les autorités congolaises. Pour la stabilité des institutions, Leïla Zerougui a suggéré à la classe politique congolaise de mettre au premier plan l'intérêt supérieur de la République. Concernant l'insécurité perpétrée par les forces négatives, surtout dans l'est du pays, faisant beaucoup de victimes civiles, la patronne de la MONUSCO a suggéré aux autorités congolaises d'appliquer les sanctions prévues par la loi congolaise. Quand on voit ce qui est en train de se passer, toutes les menaces, les attaques contre les populations civiles,
des villages qui se font chasser, brûler, des écoles détruites, des femmes violées. Donc c'est toujours la population qui paye le prix le plus lourd quand l'insécurité s'installe. Il faut absolument que ceux qui recourent à cette violence cessent de penser qu'ils peuvent jouir de l'impunité et qu'ils peuvent bénéficier de grades ou d'intégration dans l'armée. Ça, je pense que c'est quelque chose que nous devons tous dire ensemble, et pas seulement moi, je parle. Je pense que toute la classe politique, parce que c'est le seul moyen, si on veut vraiment couper et mettre fin à cette logique de violence, les gens doivent savoir que d'abord, il n'y a pas de promotion à espérer, et l'impunité n'est pas au rendez-vous. Et si vous voulez rentrer dans l'armée, vous passez un concours et vous rentrez comme dans tous les pays du monde. Le dernier point abordé par le président de la Chambre haute du Parlement et la chef de la MONUSCO, c'est le mandat de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Le ministre de la Communication et des Médias, David Jolino Diwan-Povesa Makelele Mamouzingi, a entrepris plusieurs activités. Suivez cela en images et commentaires. Après Kinshasa, le ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, a pris la route du Congo central ce mercredi en vue de sensibiliser les élèves finalistes du secondaire sur la pandémie de Covid-19. Infatigable et déterminé à étendre les actions de communication de proximité au-delà de la capitale, David Jolino Makelele Diwan-Povesa a parcouru plusieurs centres d'examen d'État de la province du Congo central. Le périple du patron de la communication l'a conduit tour à tour au lycée Bakanzi et Kivuvu à Mbanzangungu, au centre Kisantu 1, à l'Institut Kubama, au lycée Kasangulu, mais aussi à Notre-Dame de Mbanzaboma, collège devenu célèbre pour avoir formé l'actuel chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Partout où il est passé, en personne ayant vécu dans sa chair la virulence du coronavirus, le ministre a eu les mots justes pour conscientiser les élèves et leurs encadreurs au respect des gestes barrières, notamment par le port strict et correct des masques en milieu scolaire, la distanciation sociale, le lavage régulier des mains, etc. Et pour montrer l'exemple, le ministre a mis à la disposition de ces différents centres plusieurs équipements de lavage des mains, des cache-nez et autres savons liquides ou gel hydroalcoolique. Le porte-parole du gouvernement a également demandé aux élèves de se constituer en relais auprès de leurs familles et dans les milieux de vie respectifs. Nos remerciements s'adressent d'abord au président de la République, Excellence Antoine Félix Tshilombo, pour les efforts combien louables qu'il ne cesse de fournir par rapport à cette pandémie du siècle. Ainsi, les dépliants en langue nationale leur ont été distribués pour appuyer cette vulgarisation. Durant son séjour au Congo central, le ministre a reçu le soutien et l'accompagnement du gouvernement de la province, des élus provinciaux et des autorités traditionnelles. Le problème à l'heure actuelle, ce n'est pas si la maladie elle est là ou bien elle n'est pas là. Comme beaucoup de gens commencent maintenant à cacher les origines des maladies des tierces, c'est difficile d'en avoir l'écho. Parce que les Noirs ne souffrent pas du Covid-19 parce qu'il y a la chaleur, c'est faux. Autant rappeler que cette descente du ministre de la Communication et Médias au Congo central s'inscrit bien dans le cadre de la poursuite de la campagne de communication de proximité contre la Covid-19, cette fois-ci en milieu scolaire. Il y a eu un certain relâchement de la part de la population à la suite de la levée de certaines mesures qui ont été prises par le gouvernement. Et donc nous sommes venus pour marteler, pour dire que le coronavirus existe encore et que le coronavirus tue. Pour cela, naturellement, il fallait, après que nous ayons fait les établissements scolaires de Kinshasa, pour la sensibilisation, nous avons décidé donc de venir dans le Congo central et dans un premier temps de faire le territoire de Mbanzangungu ou le territoire de Madimba. Une campagne consécutive aux instructions du chef de l'État et du Premier ministre afin de booster la sensibilisation sur les mesures prises par les autorités du pays. De l'autre côté, la ministre d'État, ministre du Travail, Emploi et Prévoyance sociale, Dr Nene Ilunga Nkoulou, poursuit son séjour de travail dans la partie est du pays. La province du Haut-Ouélé fait partie des étapes de cette mission d'évaluation. Robert Ndaïchin Sensei est dans sa suite.
Lundi 8 décembre 2020, le jet privé qui transporte la ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Dr Nene Louankoulou, atterrit à Ouacha, territoire de la province de Haut-Ouélé. Nene Louankoulou vient ici apporter le soutien du gouvernement à l'entreprise minière Kibali Gold Mining, un ambitieux projet qui a débuté en 2009 avec un investissement total de 2 milliards de dollars américains. Il y a quelques jours, Kibali Gold Mining venait de bénéficier d'un arrêté ministériel de dérogation maximale pour les personnels expatriés. À peine arrivé, le cortège se dirige vers la salle de réunion. Ici, la ministre d'État, aux côtés du directeur de cabinet adjoint du Premier ministre et du secrétaire général à la prévoyance sociale, suivent attentivement la présentation théorique de Kibali Gold Mining, les réalisations de ces géants de l'or et surtout la stratégie dans la lutte contre la propagation du coronavirus. 44 membres du personnel ont été testés positifs sans affecter la production de Kibali Gold Mining. Notre objectif principal est de pouvoir découvrir les gisements ainsi que remplacer les ressources qui sont exploitées par les différentes exploitations et également de pouvoir étendre de cette sorte-là la vie de la mine. De l'exploitation de mines, Kibali, avec ses 5200 travailleurs, est dans la logique de la création des millionnaires congolais dans les villages grâce à la sous-traitance locale. La ministre d'État, qui se félicite du respect des gestes barrières, a souligné que le gouvernement congolais accompagnera Kibali Gold Mining dans ses nombreuses réalisations en faveur de la population. Je félicite aussi les brillants exposés que nous venons de suivre. Je note aussi avec satisfaction toutes les mesures prises dans le cadre de la santé et la sécurité au travail. La ressource humaine, c'est la première ressource de l'entreprise qui mérite d'être protégée. Je ne vais pas terminer sans féliciter les jeunes dames qui sont passées, qui ont exposé. Elles se démarquent dans un système où on pense qu'il n'y a que l'homme qui peut s'en sortir dans ce cadre-là. Et vous venez de démontrer le contraire, que la femme aussi peut. Dans la soirée, Nene Louankoulou a visité le centre hospitalier de Kibali Gold Mining. L'entreprise a pris toutes les dispositions avec l'aide de l'INRB pour une meilleure prise en charge des malades atteints du coronavirus. Les travaux de cantonnage manuel ne seront pas de la poudre aux yeux, mais une action continuelle dans la province du Kwilu. 54 318 000 francs congolais, c'est l'enveloppe que dispose le gouvernement pour la paye des cantonniers du mois de juillet et août. Les précisions avec Rodépanda. Aussitôt démarré, les travaux de cantonnage manuel permanent pour l'entretien des routes des dessertes agricoles, immédiatement le gouvernement de la République, à travers le ministère du Développement rural que chapeaute Guy Mikulu Pombo, vient d'ordonner le début de la paye des cantonniers et l'heure claire, entendez, comités locaux pour l'entretien des routes. Ainsi, Guy Mikulu Pombo a envoyé une équipe composée d'un financier de l'Office national des voies de dessertes agricoles et de quelques membres de son cabinet, et faire le suivi de l'effectivité des travaux sous la supervision de l'OVDA provinciale. Donc, cette activité est venue pour concrétiser la promesse de son Excellence Monsieur le Premier ministre Ilunga Ilunkamba, qui a lancé les travaux de cantonnage manuel au Congo. C'est aussi une activité qui est venue concrétiser la volonté de son Excellence Monsieur le ministre de développement rural, Guy Mikulu Pombo, qui a dépêché l'équipe de l'OVDA dans la direction nationale, quelques experts du cabinet, pour venir payer nos amis qui travaillent ici, les cantonniers. Les 2 premiers mois, c'est-à-dire mi-juillet et le mois d'août, ont été libérés. Pour ces ouvriers des routes, dans la province du Congo, c'est l'espoir qui renaît. Nous sommes venus ici à Kenge toucher notre argent de cantonnage, mois de juillet et puis le mois d'août. À son arrivée à Kengen, l'équipe de Guy Mikulu Pombo a présenté les civilités au chef de l'exécutif provincial et à la fin, un rapport lui a été remis sur les activités réalisées. Vous me voyez avec l'état de paye. Je ne pouvais que me réjouir parce que beaucoup n'ont pas cru. Les Congolais ont vécu beaucoup de ratés. Son Excellence Guy Mikulu est passé, mais la population hésitait encore. Ce que nous avons vécu, je ne fais que d'abord le remercier et vous exprimer notre gratitude, notre joie, notre jubilation par rapport à la réalisation de ce projet. La population, témoin et bénéficiaire de ces routes, accueille ces gestes du gouvernement à bras ouverts avec une entière satisfaction.
Un communiqué de presse avant de poursuivre ce journal, publication des décisions de nomination des comités fédéraux ainsi que des commissions électorales permanentes fédérales sur toute l'étendue du territoire national par les présidents ad intérim de l'UDPS Tshisekedi, l'honorable Jean-Marc Kabound, c'est mercredi 9 septembre 2020 à 20h à suivre l'intégralité sur 10e rue TV, Baraka Télévision, la page Facebook officielle UDPS Tshisekedi officiel, Jean-Marc Kabound officiel et différents médias traditionnels et en ligne. Les entreprises bénéficiaires du financement du Fonds de promotion de l'industrie FPI sont suivies de près par le pouvoir public. La visite du ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya, dans les installations de la Sotrafer, entreprise spécialisée dans la production de fer à béton et autres, en est une illustration parfaite. Betty Amanikunda nous en parle à travers ses commentaires. Le gouvernement de la République est très engagé dans la protection et promotion des industries locales face à la concurrence déloyale des produits provenant de l'extérieur du pays. Ce, pour booster les secteurs de l'industrie. En mission d'itinérance dans les Gros Katanga, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya, a effectué une descente dans les installations de la société Sotrafer dans la ville cuprifère du Haut-Katanga, spécialisée dans la production de fer à béton. Cette société produit 3500 tonnes de fer à béton par mois avec 720 emplois directs créés, dont 700 occupés par les Congolais. Grâce à cette grande unité de production, le prix de la tonne est passé de 2500 $ américains à 800 $ américains. Sotrafer est prêt à devoir augmenter sa capacité de production jusqu'à arriver à 5000 tonnes. Je voudrais donc saluer cet engagement qui rejoint la volonté du président de la République de voir les industries se densifier ou s'intensifier sur l'ensemble du territoire national pour donner de l'emploi aux Congolais. Je demande donc que cette entreprise puisse augmenter davantage sa capacité parce qu'elle bénéficie désormais de la protection du gouvernement congolais. Toujours dans le même cadre, le ministre s'est rendu à la ferme Congo œuf, bénéficiaire du Fonds de promotion de l'industrie dans la ville cuprifère. À en croire les dernières informations, Congo œuf se range déjà parmi les grandes industries de la RDC avec une production équivalente à 6 millions d'œufs mensuels au moyen de ses 300 000 pondeuses installées à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. L'hydromètre, c'est justement ces thermohydromètres qui servent parfois à mesurer la salinité, la densité de fluide, principalement l'eau. Cet outil a fait l'objet d'un atelier d'organisation à l'intention et organisé à l'intention des agents et cadres de la Metelsat, travaux lancés par le ministre des Transports et Voies de Communication, Didier Mazenga Mukanzu. D'autres précisions dans ces reportages signés Vital Mpagabita. La Banque mondiale reste disposée à financer et assurer le suivi du projet Hydromètre. Question de renforcer la capacité de la Metelsat en termes de formation du personnel et de la maintenance. Les assurances ont été données par le représentant de la Banque mondiale, Christian Wang, à l'ouverture de cet atelier de la revue à mi-parcours du projet Hydromètre. Ce, après les mots du directeur général de la Metelsat, Nestor Nyanga, qui sollicitait l'appui des partenaires au service hydrométéorologique et climatique. Comme on a vu dans l'atelier, les bâtiments de la Metelsat ont été réhabilités. Donc avec une architecture plus moderne et un fonctionnement interne aussi mis à niveau pour accueillir les nouveaux équipements, qui est la fourniture d'équipements hydrométéorologiques. Dans ce mot d'ouverture, le ministre des Transports et Voies de Communication, Didier Mazenga Mukanzu, a souligné le caractère transversal du projet et surtout son importance, particulièrement dans le domaine de l'agriculture. Les informations hydrométéorologiques sont transversales et contribuent dans l'économie du pays par le fait qu'elles permettent à plusieurs secteurs, notamment aéronautique, agricole, santé, tourisme, maritime, fluvial, laquiste, terrestre, énergie, mines et tant d'autres, à bien programmer leurs activités en tenant compte des aléas climatiques. Le projet Hydromètre a été lancé il y a 3 ans. Cet atelier va donc s'atteler à relever les avancées et les obstacles dans la mise en œuvre de ce projet.
À quel niveau d'exécution se situent les engagements pris par la République démocratique du Congo dans la lutte contre les blanchiments des capitaux? Pour en savoir plus, le ministre des Finances, José Sélé-Alagouli, a réuni une délégation du groupe d'action contre les blanchiments d'argent en Afrique et la cellule nationale des renseignements financiers. On fait le point avec Séverine Pascal Katanda Kamba et Christian Ochudi. La mobilisation de recettes en République démocratique du Congo souffre de la fraude fiscale et douanière. Et pour lutter contre les blanchiments des capitaux, la corruption et les détournements des deniers publics, le pays s'est associé au groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique, GABAC, depuis septembre 2017, une institution sous-régionale en appui aux États membres pour mettre fin à ce fléau mondial. C'est dans ce cadre que le ministre des Finances, Sélé-Alagouli, a reçu ce mercredi 9 septembre la délégation du GABAC, conduite par son secrétaire permanent, Gervas Mbata, accompagné du secrétaire exécutif de la cellule nationale de renseignement financier, Albert Kissoula, pour évaluer l'opérationnalisation des engagements pris par le pays en termes d'institutions. C'est un secret de polichinelle que la mobilisation des recettes au niveau national souffre parfois de problèmes de fraude au niveau fiscal, au niveau de douane. Il y a un travail qui a été demandé par le président de la République, qui est en train d'être fait par l'inspection générale des finances pour identifier un certain nombre de goulots d'étranglement à la mobilisation des recettes. Mais ce serait une bonne chose de coupler ça avec le travail que fait la CNRF, appuyé au niveau sous-régional par GABAC pour donner à la RDC les pleins potentiels de sa pression fiscale qui doit s'arrimer sur la moyenne qui est au niveau de la sous-région, qui avoisine 20%, alors que la pression fiscale en RDC est évaluée à 9%. En tant que technicien pour appuyer les opérations, le GABAC veut suivre l'évolution, les difficultés afin de soumettre des recommandations aux États membres, objet de sa présence en République démocratique du Congo. Nous venons à travers nos techniciens, à travers les appuis multiformes, appuyer ce que les autorités de la RDC sont en train de faire déjà très bien en termes de blanchiment, voir là où il y a les carences, leur soumettre des recommandations et des orientations dans tel ou dans tel domaine pour que nous menions ensemble le bateau à bon port. La RDC est engagée, selon la vision du chef de l'État, celle d'éradiquer ces fléaux qui gangrènent l'économie nationale pour faire face à la gabegie financière et la pression fiscale. Une subvention de l'État qui atterrit 20 ans après, cadres et agents de la Sonaïdroc sont en liesse. Et pour exprimer cela, les banques syndicales de cette entreprise et les comités de gestion ont remercié le chef de l'État à travers les ministères de l'économie nationale, Guy Blaise Kitty, qui nous en dit un peu plus. Qui l'eût cru, 20 ans après, la Société nationale des hydrocarbures vient de sortir de sa crise. Tenez, la Société nationale est bénéficiaire de la décision du gouvernement de lui accorder une subvention de ce fait, son intégration dans la structure des prix des produits pétroliers. Son comité de gestion et les délégués syndicaux ont dit leur merci au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba et surtout à Madame Akasia Bandoubo Lambongo, ministre de l'économie nationale, l'artisan de cette mesure salutaire. Tout ceci avec la symbolique, un bouquet de fleurs constitué des insignes de la société. L'objet de la visite, c'est une bonne nouvelle. Les bonnes nouvelles sont rares. Il a plu au chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, de nous accorder une subvention en tant que société nationale. Nous avons attendu cette subvention depuis 20 ans. Intersyndical m'ont accompagné pour dire merci à Madame la ministre de l'économie. C'est quelque chose qui va nous permettre de jouer le rôle de régulateur. Nous devons être référence pour le gouvernement. En matière de PMF, nous devons aussi être en mesure d'être fournisseurs, d'importer et de dire la vérité au gouvernement. Cette subvention qui vient redynamiser la société est presque en faillite, qui cherche à décoller avec cette subvention. Nous sommes en amont pétrolier, nous demandons aussi que la loi soit appliquée pour que la société nationale se retrouve. C'est notre société, les multinationales sont là. Nous aussi, nous devons être là. Pour Mme Akasia, il lui fallut cela, car la vision du président de la République, le peuple d'abord, n'est pas un slogan. Mais aussi, il faut soutenir les entreprises de l'État. La délégation conduite par le directeur général Mouhimi a aussi plaidé auprès de la patronne de l'économie, a plaidé pour l'application de la loi numéro 015 sous le régime des hydrocarbures afin de leur permettre de bénéficier des avantages irrélatifs. Très attentive, Akasia Bandoubola a pris l'engagement de les accompagner
tout en les exhortant d'utiliser le fonds à percevoir en bon père de famille. Je le disais dans les titres, et suivre ce que l'on cotise pour sa retraite à l'aide de son smartphone, c'est désormais possible. L'application Cotisap, une innovation de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS, et cet outil de suivi au bénéfice des retraités, nous dit José Baïtouambo. Outre les applications connues de tous que sont WhatsApp, Facebook et tant d'autres, il faudra désormais compter avec Cotisap, une nouvelle application mobile qui offre aux agents publics de l'État l'accès à la Caisse nationale de sécurité sociale par téléphone. Avec cette application, les assujettis au régime de la Caisse nationale de sécurité sociale pourront retracer leurs cotisations ou envoyer leurs éventuelles réclamations sans effectuer un déplacement. C'est cet ensemble de services que nous mettons à la disposition de l'agent public. C'est la CNSAT que nous mettons dans la poche, dans le téléphone de l'agent public. Tout d'abord, l'application permet à l'agent public d'être à jour des dernières actualités concernant leur caisse de retraite. Comme vous le voyez, en haut, sur la première page de l'application, il y a des flash infos, des informations qui défilent pour tenir l'agent public informé en temps réel du quotidien de leur caisse de retraite. Yolande Ebongo Bossombo, qui depuis son avènement à la tête de ce méga-ministère a juré de matérialiser la réforme de l'administration publique enclenchée depuis 20 ans, n'attend pas s'arrêter en si bon chemin. Le ministre appelle les agents publics de l'État à s'approprier cette nouvelle technologie qui vient leur faciliter la tâche. L'administration publique doit s'y faire. Le monde est à l'heure du numérique. La réforme et la redynamisation de l'administration publique que nous voulons tous ne peut s'exclure de procéder par ces nouvelles méthodes de travail. Engagés dans la dynamique d'amélioration continue, notamment à travers la CNSAP, nous n'attendons pas nous limiter. Je veillerai personnellement à ce que les versions améliorées et mises à jour tiennent compte des desiderata des agents publics de l'État. Dans l'entretemps, le ministre de la Santé publique, le docteur Eteni Longondo, s'est entretenu avec les acteurs du Programme national de la santé de la reproduction. D'autres détails dans ces reportages signés Sandra Wallo et Patrick Kachala. Sentant que ça grogne au sein du Programme national de santé de la reproduction, PNSER en sigle, en bon père de famille, le numéro 1 du secteur de la santé en RDC, le Dr Eteni Longondo, a effectué les déplacements de la maternité de Kintambo dans la commune qui porte ses noms, siège du Programme national de santé de la reproduction, pour s'enquérir de la situation. Quelle est cette situation qui prévaut? La situation, c'est que nous, agents et cadres du PNSER, nous avons eu un ras-le-bol d'une gestion calamiteuse du programme, avec une directrice qui veut nous diriger par défi au-delà de tout ce qu'on peut lui faire observer. Son Excellence est venue, nous avons été vraiment honorés. On a compris que c'est un père de famille, il a senti que ça grogne et il est venu s'enquérir de la situation. Ajouté à cela, la directrice réclame à fait que cette MP, sa coordination revienne au gouvernement. Et sa réclamation fait en sorte que les différents coordonnateurs, qui sont les partenaires, qui dirigent cette structure, cette MP, commencent à démissionner au fur et à mesure, l'un après l'autre. Donc ça, c'est une revendication de la directrice, apparemment qui semble être fondée par rapport au décret du Premier ministre, qui donne les orientations que cette structure devait en principe être gérée par la structure gouvernementale. En tant que numéro 1 du secteur de santé et garant du bon fonctionnement de différents programmes sous sa tutelle, le Dr Eteni Longondo a pris son temps pour écouter les doléances des uns et des autres et a promis une suite dont ses interlocuteurs espèrent favorable, et c'est là dans un proche avenir pour le bien du PNSER. Affaire à suivre. Rendons-nous dans la province de la Chopo où s'effectuent les travaux de réhabilitation des différentes infrastructures des bases. Suivez. Passer en revue l'état de cette collaboration depuis que je suis arrivé à la tête de la province. Bon, il y a eu des petits problèmes d'incompréhension, des malentendus. Et nous avons mis à profit cet entretien pour dissiper ces malentendus et nous mettre d'accord sur une franche collaboration qui doit exister entre nous désormais et à partir d'aujourd'hui. Je dois d'abord remercier le FONER. En tout cas, remercier sincèrement la haute direction du FONER pour ce geste.
qui vient de poser en accordant à la province de la Tchoko une enveloppe importante pour l'entretien de la voie urbaine. Et effectivement, ce montant va servir énormément parce que ça peut nous permettre de réhabiliter une bonne dizaine de kilomètres de routes dans la ville. Et c'est quelque chose de très important. Et nous allons tous, le fournir et nous mettre ensemble pour regarder la même direction désormais. Et je vais demander à la population, comme toujours, d'être vigilante et de veiller à ce que l'OVD qui reçoit ce montant puisse effectivement l'affecter à la réhabilitation de routes, parce que nous voulons que notre province, notre ville de Kisangani revête de sa nouvelle robe. Pour un meilleur rendement, l'Office de voirie et drainage, l'OVD, mise sur les renforcements des capacités de son personnel. On fait le point avec Willy Atunakov. La loi sur la sous-traitance dans les secteurs privés, l'économie générale de cette nouvelle loi, ses mesures d'application et les niveaux d'exécution de sa mise en œuvre, toutes ces matières seront expliquées pendant 2 jours aux cadres et agents de l'Office de voirie et drainage, OVD, au cours d'un atelier de formation ouvert ce mercredi 9 septembre 2020 à la direction générale de cet établissement public, 6 première rue Lumete industrielle. Tiko Mwepu Kadiantabilonda, directeur général adjoint de l'OVD, circonscrit l'essence de cette formation qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État. Ces circonstances difficiles ne peuvent pas empêcher que nous nous souscrivions dans la vision du chef de l'État qui consiste à renforcer les capacités des entreprises et établissements publics afin de les rendre même de répondre aux aspirations profondes du peuple d'abord. S'adressant aux participants, Alain Boussi, directeur général adjoint de l'autorité de régulation de la sous-traitance, qui tient à la vulgarisation de cette loi, a indiqué que celle-ci couvre non seulement les secteurs miniers, mais aussi et surtout tous les secteurs de la vie nationale, afin de booster l'entrepreneuriat national. C'est une loi qui doit être une appropriation nationale. Et cette loi couvre tous les secteurs de l'économie nationale. À noter que cet atelier de renforcement des capacités du personnel de l'Office de voirie et drainage va se clôturer ce jeudi 10 septembre 2020 à la direction générale de cet établissement public. Politique, la foule en liesse démontre l'attachement. André Mouchongo, président de la fondation qui porte son nom, est arrivé à Chikapa dans la province du Kasaï. Les images de cette mobilisation dans ses commentaires de Dichala Katala. C'est un retour à la maison à Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï. André Mouchongo est là-bas chez lui avec un message, celui d'un soutien indéfectible au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. La nouvelle de sa venue a soulevé des vagues. Jeunes et vieux, hommes et femmes, ainsi que les chefs traditionnels se sont levés de bonne heure pour un accueil digne du fils de terroir qu'est André Mouchongo. Une marée humaine de l'aéroport au lieu du meeting. Des scènes de liesse ont été observées sur tout le parcours de la commune de Kanzala à celle de Dibumba. Devant ce peuple avide d'un discours nouveau, celui qu'il désigne par jeune leader a trouvé l'expression pour les haranguer. Je compatis aux malheurs qui vous atteignent, je partage vos douleurs, mais aussi vos joies. Nous devons nous liguer comme un seul homme derrière le président de la République. L'UDPS est notre parti. Échange ainsi terminé avec cette foule immense, André Mouchongo a tenu un point de presse pour des éclaircissements sur l'essence de sa présence à Chikapa et ses rapports avec son parti politique. Ils se sont montrés intègres dans l'exercice de leurs fonctions. 2 cadres de la Direction générale des recettes de Kinshasa DGRK ont été honorés par le ministre provincial des Finances. D'autres détails dans ces commentaires de Paul Dona Mikombe Wakachimpolo. La course vers la maximisation des recettes telles qu'exigées par les assignations de l'hôtel de ville de Kinshasa se poursuit à la DGRK. Et pour mieux permettre à la direction générale et à l'ensemble des directeurs de mettre réellement le pied sous l'accélérateur, le gouverneur de la ville de Kinshasa a institué il y a belle lurette un système de sanctions négatives et positives à administrer aux cadres et agents de la DGRK suivant les cas. Dans ce cadre, 2 directeurs qui ont excellé dans un travail mené avec excellence et brio viennent d'arracher la sanction positive du gouverneur de la ville.
Il vient de leur être attribué des prix de mérite pour sanctionner leur performance dans le travail. Il s'agit de la directrice Mami Sangani de l'ordonnancement et du directeur Titi Mukendi du centre de Ngaliema. Dépêché par le gouverneur de la ville pour honorer les deux nominés, le ministre provincial des Finances, Joseph Ngoïmvunzu, de qui dépend hiérarchiquement la DGRK, a eu le plaisir de remettre aux concernés des cadeaux assortis d'une enveloppe à chacun en leur transmettant très chaleureusement les vives félicitations du gouverneur Gentini Ngobila. Pour le ministre provincial des Finances, qui avait à ses côtés le DGAI de la DGRK, Joseph Louis Isangamela Boutouli, cette remise des cadeaux à laquelle les concernés ne s'attendaient même pas a été conçue pour créer l'émulation dans les cœurs de tous les autres directeurs, car, comme on le sait, l'émulation crée toujours l'excellence. Et c'est ce mercredi matin que les deux heureux directeurs ont été conduits auprès du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godem Poi, qui leur a transmis à son tour les félicitations de son organe. Au terme de cette belle cérémonie, le DGAI de la DGRK a eu ces mots. Il n'y a pas de recette magique. Nous avons conscientisé les agents et cadres. Nous avons demandé aux agents de s'inscrire dans la vision de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, qui veut que les recettes de la ville augmentent pour qu'il ait les moyens de sa politique pour développer cette ville. Et ceux qui se sont inscrits, en l'occurrence les deux directeurs, ils ont prouvé qu'ils sont dans la vision du gouverneur et ils ont mobilisé plus. C'est comme ça que nous avons voulu reconnaître leurs efforts en leur accordant une prime spécifique et un diplôme d'honneur. Mon message a toujours été le même. Je voudrais que les agents et cadres soient performants. Je voudrais que les agents et cadres intériorisent que désormais la DGRK ne peut plus être comme dans le passé. L'objectif majeur pour nous aujourd'hui, c'est la mobilisation des recettes. Et puis cette visite de réconfort aux patients internés à l'hôpital général des références de Boulungu dans la province du Kwilu, la députée nationale Louise Mayuma Kassende était en communion avec sa base électorale dans le cadre de ses vacances parlementaires. Fiston Mounouma et Serge Mata étaient dans sa suite et nous proposent cela en images et commentaires. Devoir de redevabilité oblige. La journée marathon de l'honorable Louise Mayuma Kassende, députée nationale du PPRD, élue de Boulungu, s'est poursuivie dans les différentes localités et les principaux secteurs du territoire de Boulungu. Sur le terrain, elle a visité les infrastructures routières et a multiplié des rencontres avec ces différentes bases. Ces rencontres visaient à booster le développement du territoire de Boulungu et redynamiser les activités de sa formation politique, les partis du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD dans cette partie du pays. Cette native élue de Boulungu, l'honorable Louise Mayuma Kassende, appelée affectueusement Maman Yangemba Tibisalou, entendez femme travailleuse et prise de paix. C'est ensuite rendue à l'hôpital général des références de Boulungu, où elle n'a pas pu rester insensible aux cris des malades, retenus pour insolvabilité. Très touchée, la députée nationale du PPRD, Louise Mayuma Kassende, a procédé à la prise en charge des frais de maternité des femmes et des patients opérés dans cet établissement de soins. Question de les permettre de regagner leur domicile après ces centres hospitaliers. L'élu de Boulungu, l'honorable Louise Mayuma Kassende, avait également effectué une visite à l'école fraternité de Boulungu qui lui a permis de s'enquérir des conditions de travail et les doléances des enseignants et responsables de cet établissement d'enseignement primaire et secondaire. Rappelons-le que le séjour de l'honorable député national du PPRD élu de Boulungu, Louise Mayuma Kassende, fut un moment très capital car cela lui a permis de renouer les liens avec sa base électorale. Un communiqué nécrologique avant de boucler complètement ce journal. Les familles Jean Moukania Chizang et Joseph Moukania Kaboué ont la profonde douleur de porter à la connaissance des membres des familles et amis et connaissances le décès de leur grande sœur, Madame Thérèse Moukania Kamwania, épouse de feu Dr Anatole Nsaboua, ancien médecin, directeur de l'hôpital général de Goma. Décès survenu le jeudi 3 septembre 2020 à Charlotte, en Caroline du Nord, aux États-Unis d'Amérique. Une messe sera dite
en sa mémoire. C'est vendredi 11 septembre 2020 à 17h à l'église Saint-Albert des Macampagne, fête à Kinshasa le 8 septembre 2020. Ces communiqués portent la signature de Joseph Mukanya Kabwe. C'est la fin de ce journal des 20h réalisé par Simon Kankolongo et Ramada Poki. Getty Omatuku va me relayer à minuit pour la suite de l'actualité. À suivre après ce journal en page spéciale, l'installation des nouveaux fédéraux de l'UDPS Kibassa. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir chez vous.